Bienvenue à tous dans Dialogue. Israël, une fois de plus, au cœur d'un imbroglio diplomatique. Cette semaine, alors que diplomates, officiels et experts sécuritaires se sont réunis pour la conférence de l'Institut des études sécuritaires, l'ambassadeur américain en Israël, Dan Shapiro, lance une bombe. Israël aurait-il vraiment l'intention d'arriver à une solution à deux États? L'ambassadeur a également dénoncé une politique israélienne à deux poids, deux mesures en Cisjordanie. À l'heure où les attaques contre des Israéliens redoublent d'intensité, ces propos ont été qualifiés d'inacceptables par le bureau du Premier ministre. 5 ans après, à l'aube de l'anniversaire de la révolution égyptienne, où en est le pays? Des attaques terroristes à répétition, une situation économique très fragile et des libertés bafouées. L'héritage de la génération Place Tahrir semble plus que jamais compromis. Voilà, bonjour à Boaz Bismuth et Ali Waqued que l'on retrouve comme chaque semaine. Bonjour messieurs, on va revenir avec vous sur cette polémique qui semble une fois de plus mettre de l'huile sur le feu entre Israël et les États-Unis. Ces mots n'ont pas été choisis au hasard, on l'écoute. Nous sommes préoccupés et perplexes face à la stratégie d'Israël en matière d'implantation. Dans l'optique d'une solution à deux États, il sera de plus en plus difficile à y parvenir si Israël continue à créer ou agrandir des implantations. Certaines implantations isolées ont été légalisées par Israël malgré l'avis contraire des États-Unis, alors que les démolitions de constructions palestiniennes illégales continuent. Voilà, vous venez d'entendre Dan Shapiro. Ali Waqued, est-ce qu'il a raison? Est-ce qu'il existe réellement une politique à deux poids, deux mesures en Israël, en Cisjordanie? En Israël, non, mais en Cisjordanie, sans doute, Éléonore, en tant que quelqu'un qui se trouve dans les territoires palestiniens en Cisjordanie 3-4 fois par semaine, on ne peut pas ne pas voir les rues qui sont permis qu'aux Israéliens et les autres qui sont permis qu'aux Palestiniens. Les autobus que, une fois le ministre de la Défense israélien, Boughi Alon, dont on ne peut pas soupçonner qu'il est de gauche, a décidé que Israéliens et Palestiniens peuvent voyager ensemble dans le même bus. Les colons et la droite israélienne a levé la voix pour, encore une fois, séparer les deux populations. Moi, je ne veux pas rentrer dans les détails sécuritaires, est-ce que c'est justifié ou pas justifié sur le plan sécuritaire. Moi, je veux parler des faits. Les faits sur le terrain, c'est que dans les territoires en Cisjordanie, il y a des rues que les Palestiniens ne peuvent pas fréquenter. Il y a des rues, des autobus que les Palestiniens ne peuvent pas... Ce que Dan Shapiro a aussi dit cette semaine, c'est que trop d'attaques effectuées par des Israéliens ne font pas l'objet d'enquêtes approfondies de la part des autorités israéliennes. Alors d'abord, je voudrais rebondir à ce que Ali vient de dire. D'abord, j'espère que quand vous voyagez 3-4 fois par semaine, vous avez les yeux grands ouverts. Parce que si vous avez les yeux grands ouverts, vous voyez à quel point, au contraire, moi, je suis entièrement d'accord avec le discours de Shapiro et j'applaudis son discours. Et pourquoi? C'est vrai qu'il y a deux poids, deux mesures. Il a raison. Il y a deux poids, deux mesures. Par exemple, si je suis aujourd'hui, j'habite par exemple dans la zone C et je suis un arabe et je construis par exemple de façon illégale, il y a de fortes chances qu'on ne va pas toucher à ma maison. Je suis juif, il y a de fortes chances qu'on va me détruire ma maison. Donc déjà, deux poids, deux mesures du côté des Arabes. Donc déjà, Shapiro a bien raison, il est temps qu'on change les choses. Ça, c'est de fait. Parce qu'on arrête ces discours. On arrête ces discours. La deuxième chose que vous parlez, je ne vous ai pas coupé. Je vous ai pas coupé. La deuxième chose, vous parlez, peut-être sécurité, je ne veux pas parler. Le jour où Shapiro tient son discours, une femme poignardée par qui? Par un terrorisme d'à peine en plus 15 ans. Donc si exactement, c'est pas parce n'a pas remis en question les attaques terroristes. C'est pas par ségrégation. Son discours, si vous avez ce que vous avez malheureusement en Judée-Samarie, c'est pour des raisons de sécurité. Vous savez très bien ce qui se passe depuis 120, 130 jours ici en Israël. La question, c'est un Palestinien et un Juif qui commettent le même crime. Est-ce qu'ils vont être jugés de la même façon? Bon, on va vous envoyer aux archives des tribunaux israéliens pour... Évidemment, c'est la question. Okay. Regardez la région dans laquelle, regardez autour de nous, y compris les territoires palestiniens, y compris Gaza et les territoires palestiniens, et regardez un petit peu la différence justement. Ne me dites pas deux poids, deux mesures. On sait très bien qu'on veut bien sûr faire l'amalgame, bien sûr, entre... On va au-delà des slogans de Boaz. On va s'adresser au bureau du procureur. Au contraire, vous savez que depuis... On va s'adresser au bureau du procureur israélien, pas palestinien, et de voir combien est-ce que des Israéliens ont été... Parce que
sur Il y a zéro dossier ouvert contre des terroristes juifs. Zéro. Parce que sur chaque 10 000 terroristes palestiniens, il y a un juif. Alors pourquoi on ne l'attrape pas? Pourquoi on ne l'attrape pas? C'est un terroriste. Vous savez, parfois on met du temps. Même le terroriste de Tel Aviv, on a mis malheureusement une semaine. Même à Paris, on a mis encore du temps. Depuis le 13 novembre, on ne l'a toujours pas attrapé. Alors vous allez me dire que les Français n'ont pas de volonté. Le massacre d'Itamar, le massacre d'Itamar commis par des terroristes palestiniens. Vous allez avoir le droit de répondre dans un instant. Le massacre d'Itamar qui a été commis par des terroristes palestiniens. Une famille qui a été, le couple qui a été massacré par une cellule palestinienne. Et à quelques kilomètres de là, la famille Dawabche. Rien. D'abord, vous savez très bien que tout est fait pour arrêter tous les terroristes. Un terroriste est un terroriste. Tous les partis israéliens, dans les démocraties israéliennes, c'est comme ça. On le veut, qu'on le veuille ou pas. Sur chaque, comme j'ai dit avant, sur chaque 1000, je ne sais pas exactement, chaque 1000, il y a peut-être un. Et c'est même pas sur 0,1. Un peu plus, un instant, un peu plus. Il y a un peu plus. Il y a deux sur 100 cas. Il y a 200 cas. Comment est-ce qu'on peut justifier que sur 200 cas, on n'a jamais arrêté une personne? Malheureusement, l'État d'Israël est très fier qu'il a arrêté 4 ou 5 personnes dans cette La solution à deux États. Je vais terminer. Finissez votre phrase, on va passer à un autre sujet. Pour répondre à l'ambassadeur américain. Ce que M. Waked oublie, c'est qu'en Israël, pour montrer à quel point la démocratie fonctionne ici, à quel point nous sommes un État de droit. Pas un Premier ministre, pas un Premier ministre. Non, mais je parle de... Laissez-moi terminer. C'était un Premier ministre qui s'appelle Menachem Begin, je crois en 1980, qui a fait en sorte que les Arabes, justement, de Judée-Samarie, peuvent accéder, peuvent porter plainte ou à la haute cour de justice. Est-ce que c'est vrai ou faux? Montrez-moi dans vos 22 États arabes, de modèles bien sûr, y compris dans vos territoires palestiniens, le même cas. On arrête ce cirque. Vous allez avoir l'occasion de continuer à débattre. Messieurs, s'il vous plaît. On va parler de la solution à deux États parce que c'est aussi un thème qui a été évoqué par l'ambassadeur américain en Israël. Où en est-on? Et est-ce que, comme Dan Shapiro l'a évoqué, le fait de continuer à construire dans les implantations dans les territoires de Cisjordanie, c'est pas contradictoire avec le souhait de Benjamin Netanyahou, le souhait exprimé d'une solution à deux États? Allez, Laure, déjà, je rebondis avant même que vous terminiez votre question, parce que ce qui est dingue un petit peu, montrer un petit peu cette hypocrisie de la communauté internationale, montrer un petit peu cette, comment dire un petit peu, mais y compris la façon dont les questions se posent, les diplomates et j'en passe. Regardez un petit peu. Nous avons d'abord Israël d'un côté, et devant nous avons déjà, par ailleurs, les Palestiniens, bravo, ils ont déjà anticipé, ils ont déjà deux États. Il y a à Ramallah, l'autorité palestinienne, et Gaza. Mais pour eux, un instant, je termine. Alors déjà, ils ont leurs deux États avec qui je dois négocier, je ne sais pas exactement avec qui. Mais moi, bien sûr, chaque implantation, colonie, construction, chacun utilise la terminologie qu'il veut, bien sûr, c'est en opposition avec la paix. Mais nous sommes en 2016. Et toujours de l'autre côté, on n'accepte pas encore l'idée d'un État juif. Et vous le savez, n'est-ce pas? Ça, c'est pas opposition. Ça, l'ambassadeur des États-Unis ou n'importe quel ambassadeur va jamais parler de ce cas-là. Donc ça, c'est vraiment deux poids, deux mesures. Comment est-ce qu'on peut les prendre au sérieux? Allez, Waked, la solution à deux États, où en est-on? Non, la solution à deux États, à mon avis, elle n'existe plus. Et il y a les gens du Hamas qui se frottent les mains chaque fois que le gouvernement israélien construit un bâtiment de plus, construit une colonie de plus. Absolument, parce que le Hamas, il ne croit pas dans la solution de deux États. Et si jamais il y a des négociations... Un État, qui est un État et entre nous sont juifs pour le Hamas et selon le Hamas ça avance ses chances. Et vous parlez de ségrégation dans l'autorité palestinienne, c'est-à-dire chez les modérés, chez M. Abou Mazen. Donc là vous dites que la politique israélienne a pour but d'encourager le Hamas. La Palestine sont juifs. J'ai raison ou pas? Est-ce que je me trompe de fait? Vous parlez de ségrégation avant. Vous vous trompez. Ah, je me trompe. Oui. Il n'a pas dit. Regardez ces déclarations. Si M. Levy ou M. Cohen, qui habite à Kiryat Arba, reconnaît la souveraineté de l'État palestinien en Cisjordanie, Abbas n'a aucun problème de lui accorder la nationalité et la citoyenneté israélienne. Oui, pour l'autorité palestinienne, la position officielle de l'autorité palestinienne, si jamais la minorité juive en Cisjordanie accepte la souveraineté palestinienne, accepte de vivre... Il a dit le contraire, je suis désolé. Non, il ne dit pas le contraire. Non. C'est quand même un peu... Abou Mazen le répète tout le temps. Un juif qui sera prêt à accepter la souveraineté de l'État palestinien, il sera accueilli en Palestine. Il dit que, selon lui, la grande majorité de ces 300 000 colons qui habitent dans les territoires palestiniens
Palestiniens ne seront pas prêts à ce compromis. C'est dur, c'est très très dur. Alors on va passer à un autre sujet, si vous le voulez bien, messieurs. Place Tahrir, 5 ans après, que reste-t-il de la journée de colère du 25 janvier 2011 ? Dans le sillage de ce qui a été appelé le printemps arabe, les manifestations en Égypte ont conduit à la démission du président Hosni Moubarak, à l'élection de Mohamed Morsi, puis à sa destitution et enfin à l'arrivée du maréchal Abdel Fattah al-Sisi au pouvoir. Est-ce que la révolution initiée par le peuple a réellement été bénéfique ? Qu'est-ce que les Égyptiens en ont tiré? C'est de ça qu'il sera question dans un instant. Mais juste avant, retour en images sur ces 5 années avec Maël Benoliel. 25 janvier 2011, journée de la colère au Caire. Les Égyptiens sont presque 2 millions dans la rue. La place Tahrir, symbole d'une révolution en marche, est occupée jour et nuit par les contestataires. Leurs revendications sont simples, démocratie et justice sociale. Un mouvement que la police et l'armée tentent de réprimer dans le sang, mais il est déjà trop tard. Le 13 février 2011, après 18 jours de manifestations qui feront 800 morts, le président Hosni Moubarak démissionne après 31 ans de règne sans partage. L'armée annonce dans la foulée la dissolution du Parlement, la suspension de la Constitution et affirme qu'elle assurera l'intérim jusqu'à l'organisation d'élections le 19 mars 2011. Mais ce n'est qu'en juin 2012 que les premières élections libres de l'histoire ont lieu. Et c'est le candidat des frères musulmans, une confrérie salafiste, Mohamed Morsi, qui est élu président avec près de 52% des voix. Le premier président élu de la République égyptienne s'empare de tous les pouvoirs, exécutifs, législatifs et judiciaires. Un an après son arrivée à la présidence, le 30 juin 2013, des millions d'Égyptiens manifestent pour sa démission. Ils l'accusent de déstabiliser le pays. L'armée lui adresse un ultimatum. Le 3 juillet de la même année, le général Abdel Fattah al-Sisi, chef de l'état-major égyptien, annonce la destitution de Mohamed Morsi. Ce dernier est placé en détention provisoire alors qu'une dure répression est menée contre les frères musulmans. Plus de 1600 islamistes sont tués. Le 28 mai 2014, al-Sisi, devenu maréchal, remporte l'élection présidentielle avec 96% des suffrages. Il devient le 6e président de la République d'Égypte. La répression s'abat aussi sur l'opposition. L'Égypte de 2016 est loin de ses rêves de démocratie et de liberté qui avaient poussé le peuple à faire son printemps arabe il y a 5 ans, place Tahrir. Voilà, 5 ans après le soulèvement populaire qui était censé amener à la libéralisation de la société égyptienne, qu'en est-il aujourd'hui? Ali, est-ce que les Égyptiens sont plus libres aujourd'hui? Est-ce qu'ils peuvent descendre dans la rue pour exprimer leur mécontentement? Non, les Égyptiens sont loin d'être libres, à mon avis. Ils sont autant moins qu'ils n'étaient dans la période de Hosni Moubarak. Et ce n'est pas un hasard que le gouvernement israélien est tombé amoureux avec le maréchal Sisi, parce que c'est quelqu'un qui ne respecte pas les droits de l'homme. C'est vrai qu'il y a plus de stabilité. C'est vrai qu'il y a plus de stabilité sécuritaire en Égypte. C'est vrai que l'État égyptien en tant qu'institution ou ensemble d'institutions n'est pas en danger comme il était dans la période du président islamique Morsi, mais la répression est toujours très vive. La répression elle est très vive. Libéraux comme conservateurs, islamistes comme laïcs qui ne sont pas d'accord avec le président Abdel Fattah Sisi sont emprisonnés et à mon avis le printemps arabe des Égyptiens est tourné en automne, cette fois-ci pas islamique mais militaire. Il y a un clan militaire qui gouverne l'Égypte. Bon, est-ce que Abdel Fattah al-Sisi c'est un nouveau Moubarak? D'abord, je suis bien content qu'il soit l'ami d'Israël parce que nous avons la paix avec l'Égypte. Il y a une chose qu'il faut savoir, les élections. Vous savez, la démocratie, parce que l'option c'était quoi? C'était les frères musulmans. Les frères musulmans, ils sont pour la démocratie, mais comme on dit en anglais, one shot. Ça veut dire quoi? Je gagne les élections, puis après, allez me chercher. Alors, je suis bien content. Maintenant, pour votre petite remarque, pour votre remarque sur le gouvernement israélien, bien sûr, est bien d'accord avec pas droit de l'homme et tout ça. Juste une chose, je tiens à vous poser la question pour les téléspectateurs autour du monde. Vous êtes un Israélien qui n'est pas farouchement amoureux, bien sûr, qui n'est pas farouchement amoureux de la politique du Premier ministre. Est-ce que une question, non, parce qu'il a dit qu'on s'entend bien entre gouvernements. Est-ce que il y a quelque chose que vous ne pouvez pas dire? Est-ce que vous êtes ici? Il y a un problème en Israël au niveau de la discussion, de la parole, des droits des journalistes. Comment de l'Égypte pourquoi je dis ça? Non, pourquoi? Parce qu'il dit parce que mon cher collègue dit qu'Israël s'entend bien avec Sisi. Et une deuxième chose que je voudrais dire, vous entendez, les téléspectateurs voient à quel point c'est tellement loin de la réalité. Concernant Sisi, juste une chose
chose. On a débuté comment cette émission en parlant de l'ambassadeur des États-Unis. Je vous renvoie un petit peu à l'ambassadeur de la politique américaine au tout début de ce printemps arabe, à l'égard de l'Égypte, leur politique justement, et regardez le résultat finalement. Donc les Américains n'ont pas toujours raison. Moi, j'invite M. Bismuth à voir les associations, les ONG Eleonore en Égypte. Ils risquent, les ONG en Israël risquent d'avoir le même sort que les ONG en Égypte. Vous savez, là maintenant, le ministère essaie de voir quelle est la source de financement des ONG en Israël. En Égypte, on les arrête si jamais les fonds sont pas sûrs. Un instant, cher monsieur, vous savez, ça c'est cette histoire d'ONG en Égypte comme en Israël, une question. Imaginez maintenant, vous travaillez... Écoutez, ça s'appelle se connaître un petit peu devant qui vous parlez, vous adressez. Plus légal, plus démocrate, un État en guerre comme Israël, plus libre et plus démocrate qu'Israël, vous n'allez pas trouver dans le monde entier. Bien sûr. Et vous avez beaucoup de chance merci, d'être ici. Monsieur. Merci Ali Waked Boaz Bismuth. Merci d'avoir participé à ce débat animé. C'est la fin de cette édition. Retrouvez-nous samedi prochain pour un nouveau numéro de Dialogue. En attendant, vous pouvez réagir sur hashtag I24 News Dialogue. À très vite.